Voilà. Monsieur le Premier ministre Manuel Valls, mes chers collègues, nous poursuivons cet après-midi notre cycle d'audition sur l'actualisation de la Revue nationale stratégique avec l'audition du ministre d'État, ministre des Outre-mer Manuel Valls, sur les enjeux ultramarins. Ancien ministre de l'Intérieur et ancien Premier ministre, vous avez une expérience approfondie des défis sécuritaires et stratégiques auxquels est confronté notre territoire national. Votre nomination en décembre dernier s'inscrit dans un contexte de crise multiple et protéiforme, touchant de nombreux territoires d'outre-mer, Mayotte, Nouvelle-Calédonie ou encore Martinique. Je salue d'ailleurs l'intervention récente des forces armées et de sécurité intérieure à La Réunion pour faire face aux conséquences du cyclone Garance. Elle démontre la qualité du dispositif de nos forces de souveraineté et des plus de 7000 militaires et civils qui les composent. Elle illustre aussi l'engagement des services de la gendarmerie, déjà fortement sollicités en Nouvelle-Calédonie, en Martinique et à Mayotte. Nos territoires ultramarins constituent un relais de puissance pour la France. Ils participent de notre poids politique et économique global. Pour nos armées, ils constituent des points d'appui et de projection dans le Pacifique, l'océan Indien, l'Amérique, l'Antarctique. Ces territoires ont été parfois un peu mis de côté ou pas assez mis en avant dans nos doctrines de défense, mais que ce soit dans le livre blanc ou revue nationale stratégique dans le passé. Mais il en est autrement aujourd'hui. La revue nationale stratégique de 2022 avait permis de relever de nombreux enjeux stratégiques et sécuritaires pour nos territoires ultramarins. Ils sont en effet confrontés, à l'instar du territoire hexagonal, à des menaces, qu'elles soient économiques, conventionnelles, voire hybrides. Les spécificités de ces territoires peuvent par ailleurs être utilisées par nos compétiteurs stratégiques pour nous déstabiliser. En témoignent les actions d'ingérence de l'Azerbaïdjan en Nouvelle-Calédonie. D'ailleurs, la loi de programmation militaire 2024-2030, dont je suis le rapporteur, a fait de leur projection l'une de ses priorités et on a prévu 13 milliards d'euros de besoins programmés en faveur de nos territoires ultramarins. Les territoires ultramarins conditionnent de manière plus générale le format de nos forces et leurs contrats opérationnels. L'actualisation de la revue nationale stratégique doit donc être l'occasion de repenser les besoins de couverture et de projection du territoire national sur des théâtres d'opération multiples dans un contexte d'accélération des crises, de revendications territoriales et d'instabilité géostratégique. Sans plus attendre, Monsieur le Premier ministre, je vous cède la parole et nous allons être très attentifs à vos propos liminaires. Monsieur le Président, cher Jean-Michel Jacques, merci pour votre accueil. Mesdames et Messieurs les députés, je vais essayer d'être complet, pas trop long, et comme ça nous aurons évidemment un temps d'échange. Je suis très heureux d'ailleurs d'être à chaque fois ici au Parlement, c'est toujours utile et constructif. En demandant le 20 janvier dernier au secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale une actualisation rapide de la revue nationale stratégique, le président de la République ne pensait probablement pas, comme d'ailleurs chacun d'entre nous, ou peut-être l'anticipait pas, qu'elle apparaîtrait aussi rapidement incontournable. En procédant à cette demande, d'ailleurs le jour même de l'investiture du nouveau président Donald Trump, le chef des armées démontrait combien tout ce qui avait pu être écrit avant le résultat de l'élection présidentielle américaine était devenu peut-être obsolète. Nous n'aurons pas eu à attendre beaucoup de temps avant de pouvoir le vérifier. Et nous devons faire en sorte qu'à l'horizon 2030, notre pays ait conforté son rôle de puissance d'équilibre, influente, moteur de l'autonomie européenne, et qui assume ses responsabilités en contribuant en partenaire fiable et solidaire à la préservation de mécanismes multilatéraux fondés sur le droit international, mais aussi évidemment à nos valeurs et à la démocratie. Les conclusions de cette nouvelle mouture, de ce nouveau process de la RNS, permettront, je l'espère,
d'accroître l'indépendance, la résilience, notamment en Outre-mer, et la force de notre nation dans un contexte géopolitique et face aussi à des autocraties de plus en plus autoritaires, en tout cas qui veulent peser dans les affaires du monde. Bien entendu, l'actualisation de la RNS relève avant tout des ministères, des armées, de l'Intérieur et des Affaires étrangères. L'audition de cet après-midi est importante à 2 titres. Elle témoigne de l'implication du Parlement dans ce travail, si c'était nécessaire de le démontrer. Elle souligne l'importance, en tout cas à mes yeux, et j'imagine à vos yeux également, des enjeux ultramarins qui doivent être pleinement intégrés à ces réflexions. Et force est de constater que celle de 2022 n'a accordé qu'une attention relative aux territoires d'outre-mer, reconnaissant, il faut le souligner cependant, leur importance stratégique pour la France, mais sans aller, au fond, beaucoup plus loin. Pourtant, l'actualité stratégique internationale que j'évoquais, et vous l'avez aussi souligné, n'épargne pas nos territoires ultramarins, particulièrement, en effet, sur la question des ingérences. De plus, les récents épisodes cycloniques avec Chido à Mayotte et Garance à La Réunion montrent l'importance pour les Outre-mer d'être des acteurs de plus en plus résilients face aux éléments naturels liés au dérèglement climatique. Enfin, la récurrence des incidents et des crises, comme les violences en Nouvelle-Calédonie en mai-juin 2024, ou en Martinique, vous l'avez dit aussi, à l'automne dernier, constitue un volet majeur intégré dans la révision de la RNS et dans toute vision stratégique. Elle constitue donc une opportunité pour le ministère des Outre-mer de mettre davantage en lumière nos thématiques, nos besoins spécifiques sur le plan des sécurités, des risques naturels multiples, des déstabilisations d'ordre social liées par exemple à la vie chère, aux inégalités, ou d'autres facteurs de type géopolitique, politique, idéologique. Si l'incarnation du ministère des Outre-mer par un ministre d'État, par ailleurs, ancien Premier ministre, peut contribuer, je le dis évidemment très modestement, à ce que les territoires ultramarins soient désormais davantage pris en compte dans les RNS à venir, alors ce serait déjà un point positif, sinon même une victoire. Je commencerai par quelques éléments de constat sur le positionnement stratégique des Outre-mer. Comme vous le savez, les Outre-mer représentent 97% des 11 millions de kilomètres carrés de la zone économique exclusive de la France. La seconde zone économique exclusive au monde après les États-Unis, en incluant les aires marines protégées et les zones d'extension du plateau continental. Cela fait, sur le papier, de la France une puissance maritime de premier ordre. Au-delà de la pêche, la France protège ses fonds marins, la biodiversité et plus largement l'environnement. Les territoires d'outre-mer offrent à la France une présence dans diverses régions du monde, notamment dans les océans Atlantique, Pacifique, Indien et Antarctique. Cette présence est cruciale pour la projection de puissance et de protection des intérêts nationaux. Ils sont situés dans des zones stratégiques, au cœur de bassins océaniques à forts enjeux dans les domaines régaliens de la souveraineté et de la sécurité nationale, du contrôle des routes migratoires internationales et de la lutte contre la criminalité organisée. Je dois également mentionner les câbles sous-marins qui relient nos territoires aux différents continents. Là, c'est un facteur déterminant pour notre souveraineté et pour la protection des communications françaises et internationales, dont nous savons qu'elles sont un enjeu des nouvelles formes de conflit. Je lisais d'ailleurs une note tout à l'heure sur les projets de Google en cours dans le Pacifique, mais avec la volonté de relier l'ensemble des territoires ultramarins, pour ne citer que cette grande entreprise américaine. Les territoires d'outre-mer jouent un rôle crucial dans la sécurité et la défense nationale. Ils abritent, vous l'avez dit, des bases militaires et des infrastructures stratégiques qui permettent à la France de surveiller, de protéger ses intérêts dans des régions éloignées. Les forces armées aux Antilles, en Guyane, celles de la zone sud de l'océan Indien ou en Nouvelle-Calédonie, contribuent au maintien de notre souveraineté, en tout cas c'est ça l'objectif, et à la lutte contre tous les trafics illicites. La RNS doit ainsi explicitement et spécifiquement souligner l'importance de garantir la souveraineté et la sécurité des territoires ultramarins. La distance, voire l'isolement, complexifie la mise en sécurité de nos territoires, que ce soit contre les menaces traditionnelles, les agressions militaires
ou contre les catastrophes naturelles ou les cyberattaques. Je souhaite, pour ma part, que soit garantie une présence suffisante en hommes et en équipement militaire et de sécurité civile en Outre-mer. Les Outre-mer abritent aussi des ressources naturelles importantes, y compris des minerais. Je pense bien sûr au nickel en Nouvelle-Calédonie, qui peut être utile à notre industrie de défense, des hydrocarbures et des ressources halieutiques. La RNS doit mettre en avant la nécessité de protéger et de gérer durablement ces ressources, ce qui est essentiel pour garantir le développement économique et la sécurité énergétique. L'immensité de notre zone complexifie la gestion de cette surveillance qui s'effectue par des moyens satellitaires, civils et militaires. Nos territoires constituent également des postes avancés et des gisements, un potentiel en tout cas de croissance de la France en matière économique, énergétique, environnementale, culturelle et bien sûr touristique. Pour ce qui concerne la recherche scientifique et les technologies de pointe, on peut se féliciter tous du lancement d'Ariane 6 jeudi 6 mars dernier au centre spatial de Kourou en Guyane, qui a permis la mise en orbite d'un de nos nouveaux satellites militaires. Et l'activité à Kourou va être très importante tout au long de cette année 2025. Je n'oublie pas nos scientifiques qui œuvrent au Kerguelen, par exemple, et dans l'Antarctique, en terre Adélie. Notre biodiversité exceptionnelle nécessite donc d'être préservée contre toutes les agressions et contre toutes les formes de trafic. La flore, souvent endémique, constitue un réservoir de molécules susceptibles d'être utilisées à l'avenir dans le développement de nouveaux médicaments ou en cosmétologie. Les territoires d'outre-mer doivent aussi jouer un rôle actif dans la coopération régionale avec les pays tiers. C'est particulièrement vrai dans les océans Atlantique, Indien et Pacifique pour contribuer à relayer l'influence française et à réduire les fractures réelles, qui se sont même aggravées, générées par l'éloignement de l'Hexagone. C'est aussi nécessaire pour renforcer la protection des territoires ultramarins contre la criminalité transnationale qui fragilise la cohésion sociale et alimente le risque d'ingérence étrangère que j'ai déjà évoqué. Notre pays s'est doté en 2018 d'une stratégie indo-pacifique qui présente notre vision et notre engagement pour une région libre, ouverte, stable et en paix au regard de la montée en puissance de la Chine et de ses revendications territoriales. Par exemple, il y a quelques jours, un accord a été signé aux grandes dames de la Nouvelle-Zélande entre le gouvernement des îles Cook et Pékin. Parmi les 1,6 million de Français présents dans cette région, 600 000 résidents dans les territoires du Pacifique, qui représentent à eux seuls les 2/3 de la ZEE française, avec la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis et Futuna. Dans les discussions que je mène actuellement, j'ai souvent, par exemple, l'occasion de rappeler aux élus calédoniens que la stratégie indo-pacifique est une chance pour le territoire et qu'ils doivent pleinement s'y impliquer. Nous développons avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande des projets conjoints de coopération au bénéfice des États de la région. Face à l'augmentation et l'aggravation des catastrophes naturelles induites par le changement climatique, le mécanisme France mobilise nos trois pays autour d'opérations humanitaires coordonnées depuis plus de 30 ans. Il prouve encore sa pertinence comme pour répondre à l'urgence causée par le séisme au Vanuatu en 2024. Mais nous devons nous donner les moyens, parce qu'il y a de la différence entre ce que je viens de dire et la réalité. Et on ne saisit pas toujours les occasions que représente ce type de catastrophe, mais pourrait représenter ce type de catastrophe en termes de coopération. Les opportunités ne sont pas toujours assumées. Dans l'océan Indien, la coopération régionale de nos départements et régions d'outre-mer doit être soutenue dans un contexte international très compétitif pour les intérêts de la France, face à la présence accrue des grandes puissances, en particulier, là aussi, les compétiteurs majeurs, chinois et indiens, et les influences russes. Ces îles, ces territoires doivent être soutenus dans leur attractivité économique, notamment. Ils doivent pouvoir coopérer avec les îles voisines sur des intérêts communs, en particulier pour faire face à des enjeux de sécurité. Sécurité, sûreté maritime, risques naturels multiples, trafic de drogue et d'armes, et de personnes, pêche illégale ou encore risques terroristes. Elles doivent pouvoir compter sur de bonnes coopérations de nos partenaires pour gérer les migrations irrégulières. Je pense en particulier aux Comores, à Madagascar et aux pays des Grands Lacs pour ce qui concerne Mayotte.
évidemment très touchés par le cyclone Chido. La coopération s'appuie surtout sur 2 organisations régionales dont la France est membre, la Commission de l'océan Indien depuis 1986 et l'Association des États riverains de l'océan Indien depuis 2021. Vous le savez, le président de la République sera au sommet de la COI à la fin du mois d'avril à Madagascar. Côté Caraïbes, la Martinique, déjà membre de l'Organisation des États de la Caraïbe orientale, vient de signer l'accord d'adhésion en tant que membre associé de la CARICOM, s'intégrant un peu plus dans son espace régional. L'année 2025 va donc être une année importante pour la Martinique, pour s'intégrer davantage dans cet espace, sur le plan économique comme sur le plan politique. D'une façon générale, l'Union européenne doit mieux prendre conscience de ce que représentent les régions ultra-périphériques. La France a, sur ce sujet, un rôle majeur à jouer. Nous sommes le seul État membre présent dans les océans Indien et Pacifique. Nous aurons d'ailleurs un sommet de ces régions périphériques dans quelques semaines à La Réunion. Et pour terminer sur ce sujet majeur, je veux dire clairement que le renforcement de la coopération régionale, que j'appelle de mes voeux, s'inscrit dans une façon plus large, que j'essaie d'impulser, de repenser nos rapports avec les territoires ultramarins. Ils nous font rayonner, bien sûr, c'est le discours habituel que nous tenons. La France rayonne à travers les territoires ultramarins, dans 3 océans et sur 5 continents, mais je veux aussi et surtout qu'ils rayonnent par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Il faut qu'ils aient les moyens de ce rayonnement et d'une certaine manière donc de cette autonomie. C'est par exemple dans cet esprit que j'ai proposé d'ouvrir le débat sur l'exploitation des hydrocarbures en Guyane. Tous les élus, ou pratiquement tous les élus, le demandent sur place. De quel droit refuserions-nous de nous poser la question alors que tous les voisins, Suriname, Guyana et bientôt Brésil, ont franchi le pas? C'est aussi ça, mieux intégrer les territoires dans leur environnement régional. Puis, mesdames et messieurs les députés, nous devons renforcer, même si ce mot est très utilisé, et parfois trop, notre résilience face aux défis sécuritaires, qu'ils soient militaires ou non traditionnels, comme les manipulations de l'information, le changement climatique, la prédation de nos ressources ou encore les pandémies. Cet effort doit s'appliquer dans l'Hexagone et Outre-mer, notamment pour la promotion de l'esprit de défense et en assurant, tant que faire se peut, la cohésion nationale. La résilience citoyenne est également le fruit de l'entraînement et de la formation qui sont dispensés dès leur plus jeune âge à nos concitoyens d'outre-mer, notamment ceux nombreux qui sont confrontés aux risques volcaniques, sismiques, cycloniques, sans oublier les tsunamis. L'Hexagone a d'ailleurs beaucoup à prendre d'eux en la matière. J'ai discuté avec une classe d'élèves terminale de Guadeloupe qui me rendait visite. D'ailleurs, c'est cette jeunesse-là qui est sans doute mieux préparée que celle de l'Hexagone. Les territoires d'outre-mer, je ne vous apprends rien, sont particulièrement vulnérables aux effets du changement climatique, tels que l'élévation du niveau de la mer, le recul du trait de côte et les événements météorologiques extrêmes. La RNS doit mettre l'accent sur cet aspect. La récurrence des incidents et les crises, comme les violences en Nouvelle-Calédonie en mai 2024 ou en Martinique à l'automne dernier, pour d'autres raisons, les violences systémiques en Guyane avec 15 fois plus d'homicides que dans l'Hexagone, mais aussi le fléau de l'orpaillage illégal qui voit 7,5 tonnes d'or extraites illégalement chaque année, les ouragans Irma à Saint-Martin et Saint-Barthélemy en 2017, Chido le 14 décembre 2024 à Mayotte, ou plus récemment Garance à La Réunion, j'y étais, quelques jours après, le 28 février dernier, aggravent des vulnérabilités structurelles, historiques et des difficultés de développement qui sont exacerbées par l'éloignement. En matière de criminalité organisée, les Outre-mer sont non seulement des zones de rebond vers l'Hexagone et l'Union européenne, mais aussi des territoires d'implantation de réseaux criminels. Leurs activités déstabilisent la cohésion sociale, notamment via la circulation d'armes à feu massive dans les départements français d'Amérique. Le narcotrafic déstabilise profondément certaines sociétés, les sociétés aux Antilles notamment, où en Guyane, nous sommes à un niveau d'alerte dont chacun doit vraiment prendre conscience aujourd'hui. Ces territoires sont des portes d'entrée stratégiques pour le trafic de cocaïne à destination de l'Europe. Par exemple, en 2024, 30 tonnes de cocaïne ont été saisies en Martinique, une multiplication par 5 en 10 ans. L'actualisation de l'ANS doit donc aussi, de mon point de vue modeste, intégrer clairement ce risque. De surcroît,
certains contentieux régionaux persistent, par exemple entre la France et les Comores au sujet de Mayotte. J'appelle à un discours vigoureux et une action redoublée sur ce sujet, avec Madagascar et Maurice au sujet de la souveraineté française sur les îles Éparses et Tromelin dans les terres australes et antarctiques françaises. Les relations de voisinage entre la Guyane, frontalière du Brésil et du Suriname, plus grande frontière terrestre de la France, ou entre Saint-Martin et la partie néerlandaise de Sint-Maarten, impliquent une vigilance et des moyens de surveillance et de protection adaptés et permanents qui nécessitent évidemment d'être fortement accrus. Beaucoup d'efforts ont été faits au cours de ces 2 dernières années, notamment dans le domaine de la coopération policière, par exemple. La situation de Saint-Pierre-et-Miquelon doit aussi faire l'objet d'une attention renouvelée. Les élus de ce département vous le diront, dans le contexte actuel au carrefour des États-Unis, du Canada et du Groenland. Sur le sujet de l'esprit de défense, le service militaire adapté constitue, vous le savez, Monsieur le Président, un formidable outil dans nos territoires pour engager le réarmement moral de la jeunesse. Dispositif militaire d'insertion socio-professionnelle destiné aux jeunes ultramarins éloignés de l'emploi, le SMA, et à chaque fois que j'en visite un, c'est un motif de fierté, le SMA est une réussite. Il propose des formations alliant discipline militaire, apprentissage de métier et accompagnement vers l'emploi pour favoriser leur insertion durable dans la société. Ils se sont engagés fortement à La Réunion ou à Mayotte ces dernières semaines. En Nouvelle-Calédonie, malgré les événements de mai et de juin, le SMA a résisté à toutes les tensions que le territoire a connues. C'est un dispositif qui fait l'objet partout d'un très fort consensus. Il faut le développer, il faut le poursuivre. Le taux d'insertion élevé, pérenne, au taux de 80% en moyenne, est la preuve de l'efficacité du dispositif. Beaucoup s'engagent ensuite dans nos forces de sécurité intérieure ou dans nos armées. Je veux m'arrêter spécifiquement sur une nouvelle menace de déstabilisation que sont les ingérences étrangères dans nos territoires ultramarins. De grandes puissances étrangères ne manquent pas d'interférer dans nos contentieux de souveraineté, ou des puissances étrangères, sans souligner qu'elles sont particulièrement grandes. Je pense évidemment à l'Azerbaïdjan, par le biais du groupe d'initiative de Bakou, le BIG, qui depuis 2023 exploite toutes les crises que nous traversons, des violences en Nouvelle-Calédonie et en Martinique, au cyclone Chido à Mayotte. Cet État alimente, du fait de nos contentieux diplomatiques et du fait des positions de la France justifiées après ce qui s'est passé au Karabakh et de soutien à l'Arménie, cet État alimente par des actions d'ingérence numérique, des cyberattaques et de manipulation de l'information la narration d'une France belliqueuse et coloniale afin d'attiser la montée de revendications indépendantistes. Ces méthodes contribuent à installer un climat de doute, de défiance et un risque de repli communautariste au sein des opinions publiques qui alimentent les discours indépendantistes les plus radicaux. Je respecte les positions politiques, des formations et des élus indépendantistes, bien évidemment, je discute avec eux, c'est le cas en Nouvelle-Calédonie, mais je condamne fermement ces ingérences étrangères qui ont pour dessein de fracturer notre cohésion sociale dans les territoires ultramarins en distillant des messages anti-français et particulièrement belliqueux. Là encore, je souhaite que la situation particulière des territoires ultramarins soit traitée dans l'actualisation de la RNS. Nos services d'enseignement intérieur et extérieur, TRACFIN, notre diplomatie sont évidemment particulièrement mobilisés actuellement sur ces sujets. Je vais plus loin, et je le fais à chaque fois, à l'Assemblée nationale ou au Sénat, et j'appelle les représentants de la nation que vous êtes à condamner très fermement, de manière unanime, ces pratiques et à refuser toute complaisance avec les autorités de Bakou, dont d'ailleurs les valeurs démocratiques et le sort qu'il réserve aux minorités ne devrait pas être une source d'inspiration. Je suis de très près tous ces élus, il y en a quelques-uns, pas la majorité, mais qui portent atteinte ainsi aux intérêts stratégiques de notre pays. Et à ceux qui se rendent dans ces cénacles anti-France, je veux dire que je ne juge pas leurs convictions, mais qu'en participant à ces initiatives, ils ne sont que les pions d'un jeu diplomatique qui n'a qu'un seul but, nous affaiblir tous et affaiblir la France. Pour finir, et pour alimenter vos travaux,
je vous précise que le ministère des Outre-mer participera particulièrement à la remise à jour de 2 objectifs stratégiques, Monsieur le Président. Numéro 2, sur la lutte contre les séparatismes, le réarmement moral, les capacités de lutte contre les manipulations de l'information et le développement des actions de sensibilisation et de formation. Et l'autre, c'est le numéro 7, qui est spécifiquement dédié aux problématiques ultramarines. Réduction des inégalités avec l'Hexagone en matière de développement, d'autosuffisance alimentaire, de réduction des coûts et de mobilité sociale, le renforcement de la lutte contre la criminalité organisée, la protection des frontières ultramarines, la maîtrise de la pression migratoire par le renforcement de la coopération et une meilleure implication des exécutifs locaux dans les politiques de coopération régionale. L'avenir de la Nouvelle-Calédonie ou de Mayotte, dans des secteurs évidemment, dans des espaces très, très différents, doit s'inscrire. Et nous devons favoriser leur inscription dans ces espaces et évidemment en leur garantissant la sécurité nécessaire et les moyens à cette sécurité et à leur développement. Vous le voyez, l'actualisation de la RNS doit permettre d'accroître l'indépendance et la force de nos nations dans le nouveau contexte géopolitique que nous vivons et de mettre davantage en lumière nos outre-mer. Comme je me rends dans ces territoires, j'ai parfois l'impression de l'éloignement par rapport aux enjeux européens, par exemple. Mais je sens là-bas aussi, à travers le questionnement, au-delà des problèmes du quotidien, sur les effets de ce qui se passe en Europe et dans le monde. Et donc il y a à la fois un attachement à la France, mais il y a une préoccupation sur les mouvements du monde. La RNS reconnaît déjà les Outre-mer comme des atouts stratégiques pour la France, qui nécessitent donc une attention particulière en matière de sécurité, de gestion des ressources et de coopération internationale. Mais, et j'en termine, mon objectif est de renforcer durablement le rôle et la place du ministère des Outre-mer dans ce travail, notamment dans ses fonctions interministérielles. Il est important que tous les territoires ultramarins y prennent leur place au regard de leur éloignement de l'Hexagone et du contexte géostratégique. Le comité interministériel des Outre-mer, le CIOM, de juillet 2023, a d'ailleurs consacré ce besoin. Le prochain CIOM, qui se déroulera d'ici à la fin du 2e trimestre et qui sera très différent de ce qu'on a connu jusqu'à maintenant, prendra en compte la mise à jour de la RNS dans ses propositions et ses réflexions, que ce soit un CIOM dont le caractère politique soit puissant. Et si la France est une grande puissance militaire, c'est aussi par ces territoires d'outre-mer. Il faut donc aussi que ce soit pour eux. Car au fond, en matière de défense, comme dans bien d'autres domaines, il est indispensable de retrouver une vision politique. Je lisais à vos collègues de la Commission des lois il y a quelques semaines, la question que nous devons nous poser est fondamentalement celle-ci. Qu'est-ce que la France d'outre-mer? Qu'est-ce que nous voulons pour ces territoires d'outre-mer? Elle ne concerne pas que les 2,6 millions de citoyens qui vivent sur ces territoires et le million de nos compatriotes qui en sont originaires dans l'Hexagone. Elle intéresse la nation tout entière et je vous remercie d'avoir donné l'occasion d'en développer un certain nombre d'aspects. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, pour vos propos liminaires. Vous allez avoir un certain nombre de questions, j'en suis persuadé. La liste commence à bien se remplir et nous allons commencer par les orateurs de groupe. Et donc, je vais donner la parole à Laurent Jacobelli pour le groupe Rassemblement National. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre d'État. Qui tient la mer, tient le monde. Déplorons que cette citation du célèbre explorateur Sir Walter Raleigh n'ait pas trouvé l'écho qu'elle mérite auprès de vos prédécesseurs qui n'ont cessé de considérer les territoires ultramarins comme un prolongement accessoire de l'Hexagone, n'y accordant leur attention qu'au gré des crises sociales, migratoires ou des catastrophes naturelles. Bref, sans anticipation, les gouvernements ont toujours réagi lorsqu'il était trop tard. Cette négligence coupable envers les Outre-mer transparaît également sur les questions militaires et stratégiques. Preuve en est, la Revue nationale stratégique n'accorde que quelques timides mots à cette France du lointain, pourtant au centre de défis géopolitiques et de défense majeurs, faisant partie intégrante de notre nation, et vous l'avez souligné. Au contraire, convaincus que la mer est la clé de la puissance, nous, au groupe Rassemblement National, plaçons les Outre-mer au cœur de notre projet. Car ils font de nous la 2e plus grande puissance maritime au monde et nous avons la chance de disposer de frontières maritimes et terrestres avec des nations stratégiques telles que le Brésil, le Canada ou encore l'Australie. Mais à force d'oubli et d'indifférence, nous avons laissé ces territoires devenir la proie de grandes puissances qui saisissent ces occasions pour tenter de nous déstabiliser.
La Nouvelle-Calédonie, avec l'ingérence chinoise et azerbaïdjanaise lors du référendum de 2021, ou la submersion migratoire orchestrée par les Comores à Mayotte, en sont des exemples symptomatiques. Même si le déploiement de nos forces de souveraineté après le cyclone Chido à Mayotte a été salutaire, il a surtout mis en lumière une réalité accablante. Avec seulement 5000 hommes dans la zone, nous sommes largement sous-dimensionnés face à l'intensification des menaces hybrides. Alors ma question est simple, Monsieur le Ministre. Vous contenterez-vous de quelques mots sur les Outre-mer dans l'actualisation de la revue nationale stratégique, ou comme vous semblez vouloir l'indiquer, allez-vous avoir une vision plus stratégique, et comment comptez-vous vous y prendre pour imposer vos points de vue dans une revue nationale stratégique qui, pour l'instant, a souvent ignoré nos Outre-mer? Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le ministre d'État. À vous la parole. Oui. Je réponds à chaque question. À chaque question, oui. Pour les orateurs de groupe. Monsieur Jacovelli, vous avez raison. La souveraineté et l'intégrité de ces territoires, en assurant la protection des territoires contre les menaces extérieures, y compris les revendications territoriales d'autres pays, ou les activités illégales comme la pêche illégale et la piraterie, nous obligent à une implication à la fois dans nos réflexions, mais surtout dans l'action plus marquante. La stabilité politique et sociale dans des contextes qui sont marqués par des tensions locales, des mouvements aussi indépendantistes ou séparatistes et des ingérences étrangères, doit donc renforcer cet engagement. La lutte contre la criminalité par la prévention et le combat des activités criminelles, comme les trafics de drogue, d'armes et d'êtres humains, qui peuvent utiliser les territoires d'outre-mer comme point de transit vers l'Europe, doivent être au cœur des réflexions de la RNS. La gestion des risques naturels, je l'ai déjà dit, car les territoires d'outre-mer sont souvent exposés à des risques naturels élevés, j'ai déjà décrit. Le dérèglement climatique là, accentue ces risques, et j'ai trouvé dans mon déplacement à La Réunion il y a quelques jours que c'était vraiment très présent, pas seulement parmi les acteurs économiques ou les élus, mais dans la population. Le deuxième cyclone en un an, entre les deux, une grande sécheresse, une prise de conscience et d'ailleurs une très grande inquiétude qui oblige à changer beaucoup de fondamentaux. Là aussi, donc, la gestion des risques naturels est un élément qui ne peut échapper à aucune analyse plus générale. Et la préservation des ressources naturelles, la biodiversité endémique aux territoires comme certains espaces animaux ou végétaux, nous oblige là aussi à travailler sur ces sujets. La cybersécurité, car les territoires ultramarins sont plus vulnérables aux attaques cyber. Il y a eu celle qui a concerné la Martinique il y a quelque temps, qui peuvent très fortement les fragiliser, est un autre élément de la réflexion. Et la pression migratoire, si elle n'est pas maîtrisée ou contenue, participe de la déstabilisation. Et à Mayotte, nous en savons quelque chose. Bon, donc, tous ces éléments-là doivent être intégrés. Je veux d'ailleurs, de manière très, encore une fois, avec beaucoup de modestie, parce que je conçois toute la difficulté, et puis je ne méconnais pas la fragilité du moment pour le gouvernement, mais je veux utiliser ce moment, la volonté qui a été celle du Premier ministre François Bayrou de placer ce ministère à ce niveau-là, de la hiérarchie gouvernementale, ministère d'État, etc., ma propre expérience avec ses limites, bien évidemment, mais pour que la question des Outre-mer soit au cœur des préoccupations. Donc, si je suis devant vous, si j'ai accepté évidemment votre invitation, si j'évoque ces sujets avec le président de la République ou avec le chef du gouvernement, c'est précisément parce que je veux qu'on rehausse le niveau dans la réflexion et au fond dans les axes stratégiques qui doivent être ceux de la France sur ces territoires, à propos de ces territoires ultramarins. Donc je vais dans votre sens. Merci, Monsieur le ministre d'État. La parole est à Yannick Chenevard pour le groupe Ensemble pour la République. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le ministre d'État. À mon grand regret, nous ne sommes pas la deuxième puissance maritime du monde, mais nous possédons la deuxième zone économique exclusive de la planète. Si on rajoute d'ailleurs les membres de l'UE, ça fait 22 millions de kilomètres carrés. 11 millions la France, 22 millions avec les Outre-mer. Quelques points. La communication Internet, 98% par les câbles sous-marins. Il y en a 450 dans la planète. Il y a 3 de nos Outre-mer
qui peuvent avoir des freins de fragilité parce qu'en fait, il n'y a pas de redondance. En tout cas, je crois que pour la Nouvelle-Calédonie, ça a été corrigé. Et il reste Wallis et Futuna et Saint-Pierre et Miquelon. Donc, quelle peut être votre perception sur ce point de fragilité? Deuxième point qui peut être un point de fragilité, c'est la production d'énergie, et notamment d'énergie électrique. Quel point de vue avez-vous sur l'idée qu'on pourrait installer des SMR sur un certain nombre de territoires d'outre-mer? Je pense en particulier à la Nouvelle-Calédonie, où par exemple le prix du nickel est impacté par le prix de la production d'énergie. Par ailleurs, sur chaque plot, on a parlé tout à l'heure de l'intervention française possible sur des crises climatiques. Il y a 2 patrouilleurs d'outre-mer, 2 BSAOM, 2 frégates de surveillance. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant? Et je voulais traiter d'ingérence, mais vous en avez parlé, Monsieur le Premier ministre. Alors, un petit point, là, c'est, j'allais dire, avec ma casquette d'ancien fondateur de la protection civile Nouvelle-Calédonie dans le cadre des accords de Matignon, il y a fort longtemps. Je voudrais avoir votre opinion sur la place des associations agréées de sécurité civile dans la résilience sur ces territoires. Un exemple, à Mayotte, la protection civile française y est encore en ce moment pour apporter l'aide à la population. Je vous remercie. Monsieur Genevard, heureux de vous retrouver. Sur votre dernière remarque, elles sont là, ces associations. À La Réunion, je crois que c'était la ville de Saint-Paul, j'ai vu l'implication, c'était les associations communales de volontaires qui complétaient l'action de la sécurité civile. J'ai eu l'occasion de saluer l'engagement aussi depuis Mayotte, présente à la Réunion. Et en général, il y aura des exceptions, mais dans ces territoires ultramarins, je parlais du SMA tout à l'heure, mais on retrouve, même si parfois, vous le savez, en Nouvelle-Calédonie, l'organisation des sapeurs-pompiers mériterait d'être rehaussée, il y a une très grande implication. Et la solidarité qui a eu lieu dans l'océan Indien sur les 2 cyclones indique qu'il y a vraiment un gisement humain de très grande qualité. D'ailleurs, vous-même, vous avez porté une proposition de loi sur les associations agréées et je vous en remercie. Sur les questions de la production d'énergie, c'est sans aucun doute le grand sujet. Et je pense que nous sommes en retard sur ces questions-là. Mais ce retard est rattrapable parce que c'est le grand atout de ces territoires. Il est évident qu'en Nouvelle-Calédonie, je l'évoquais ce matin devant le groupe de contact présidé par Yael Braun-Pivet sur ce sujet, si nous voulons développer la Nouvelle-Calédonie, en faire un territoire attractif et puissant dans cette zone du Pacifique et permettre à notre nickel, ce qui n'est pas le cas, d'être compétitif. Nous ne serons pas sur le coût social, évidemment, vis-à-vis, par exemple, de l'Indonésie, mais sur le coût de l'énergie. Alors, à ce moment-là, il faut faire feu de tout bois. Le président de la République avait indiqué que, en effet, les SMR pouvaient être une solution. Moi, je suis très ouvert et très favorable à l'énergie nucléaire. Là, on touche évidemment à la question des technologies, mais c'est évidemment, à moyen et long terme, une des solutions. En attendant, il y a d'autres solutions en matière d'énergie que j'ai vues sur place, grâce par exemple à Total Energy, et qui doivent être développées. Sur les câbles sous-marins, Wallis et Futuna, je sais que c'est en cours. Sur Saint-Pierre et Miquelon, le travail est en réflexion, mais c'est le grand élément, et pour en avoir parlé, je crois, avec l'ancienne ministre Annick Girardin sur ce sujet-là, pour Saint-Pierre et Miquelon, il y a là des opportunités avec le continent américain qui ne doivent pas être gâchées. Est-ce que nous avons des moyens suffisants
en termes de moyens, j'ai l'impression que la réponse était dans votre question et à travers votre sourire et votre bonne connaissance de ces sujets-là. Donc, oui, nous avons des bâtiments militaires de la Marine nationale outre-mer, mais d'ailleurs, y compris des évolutions positives ont eu lieu depuis que j'avais quitté l'exercice du pouvoir. Je pense au premier navire Auguste Bénébi, qui a été lancé en octobre 2021 et qui était arrivé en Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Mais il est évident que par rapport à tous les enjeux que nous venons d'évoquer, mais ça sous la surveillance de votre commission et du Parlement d'une manière générale, ces moyens devront être renforcés. Je pense par exemple à la lutte contre le narcotrafic, en terre, en mer, à travers les radars, les drones, les moyens humains, l'engagement de la justice, surtout la panoplie des moyens de la justice, du ministère de l'Intérieur, évidemment du ministère de la Défense. Il faudra des moyens beaucoup plus importants. Voilà, c'est de cette manière que nous deviendrons progressivement aussi une puissance maritime, ou que nous retrouverons les éléments de cette puissance. Merci. La parole est à Bastien Lachaud pour le groupe La France Insoumise, Nouveau Front Populaire. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre d'État, les enjeux de défense de nos territoires ultramarins sont variés, à l'image de leur localisation dans l'ensemble des océans. Notre plus grande frontière terrestre est avec le Brésil, notre plus grande frontière maritime avec l'Australie. Malgré cette diversité de situations, ils ont comme point commun de n'être défendus que par la France seule, puisqu'ils ne sont pas couverts par l'Alliance Atlantique, même pour ceux qui sont situés dans l'océan Atlantique. À supposer que l'on croit encore que l'OTAN apporte une garantie de sécurité supplémentaire à celle que nous nous donnons par nous-mêmes. Comment la RNS devrait-elle prendre en compte cet état de fait, selon vous ? Par ailleurs, le risque principal qui pèse sur nos territoires ultramarins reste un risque climatique. Les cyclones Chido puis Garance ont durement frappé Mayotte puis La Réunion. Mais l'ensemble du territoire national est sous la menace d'événements climatiques extrêmes. Or, les territoires ultramarins ont aussi pour point commun une déficience des moyens civils pour y faire face. Les armées interviennent dans le cadre dit des 4 I quand les moyens civils sont inexistants, insuffisants, inadaptés ou indisponibles. Aussi, pour que les armées puissent se consacrer pleinement à leur mission, la défense du peuple et de son territoire, il faut que les moyens civils soient à la hauteur des besoins. Que planifiez-vous dans la RNS pour faire face à cette déficience structurelle de moyens publics pour faire face aux événements climatiques extrêmes ? Aussi, depuis plusieurs années, un nombre grandissant d'habitants des territoires d'outre-mer, mais aussi la gendarmerie en Guyane, se tournent vers l'option Starlink pour pallier les défaillances des pouvoirs publics dans les télécommunications. Quand pourrez-vous garantir aux habitants et aux services publics de ces territoires des moyens qui leur permettraient de s'émanciper de l'entreprise d'Elon Musk ? D'ailleurs, à ce sujet, qu'en est-il du déploiement des 200 antennes Starlink pour les communications d'urgence de Mayotte après l'ouragan Chido, annoncé par le Premier ministre le 30 décembre dernier, alors même que nous constatons actuellement en Ukraine les ravages d'une dépendance à cette entreprise ? Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre d'État. La parole est à vous. Alors, sur l'Alliance Atlantique, j'en dirai pas plus de ce que vous avez souligné. Alors, ça dépend des territoires, mais il est évident que d'abord, nous devons conforter notre présence. Et dans les projets qui sont les nôtres, certains sont en cours, je le rappelais tout à l'heure, celui de nos armées, en Calédonie ou à Mayotte dans des situations différentes. Je reste convaincu que ces territoires, et notamment Mayotte, avec sa place stratégique dans le canal du Mozambique, doit être une priorité pour nos armées, y compris par rapport au redéploiement que nous connaissons en Afrique. Et c'est nous-mêmes qui assumerons cette responsabilité de défense. Dans l'océan Pacifique, dans le cadre de la stratégie Indo-Pacifique, mais dans le Pacifique, là, des coopérations que nous avons avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, avec un certain nombre des pays présents. Il y a le lien avec l'Indonésie qui, ces derniers temps, a été réaffirmé avec un certain nombre de contrats suite à la visite du ministre de la Défense, Sébastien Lecornu. Il y a sans aucun doute, là aussi, des coopérations face aux menaces ou aux influences, par exemple, de la Chine
dans cette région. Mais c'est vrai que c'est nous qui assumons, et d'une certaine manière, je le vois quand je discute avec des dirigeants australiens par rapport au dossier calédonien, c'est la seule présence aujourd'hui de l'Union européenne, et cela, évidemment, un poids. Vous avez raison de souligner qu'il y a de nombreux risques. Ces territoires sont confrontés d'abord aux risques sociaux liés aux inégalités qui sont une réalité, au retard qui a été pris par rapport à la promesse de convergence sociale ou d'égalité. Nous pouvons avoir tous les discours que je viens de tenir sur, je sais pas, le rôle de Mayotte, mais si nous ne sommes pas capables de reconstruire ce territoire ou de le refonder, nous serons évidemment incapables d'atteindre les objectifs, y compris en matière de sécurité et de défense. Et risques climatiques, bien évidemment. La coopération régionale doit être plus développée en termes de moyens civils. L'accord France et le positionnement des moyens de sécurité civile doivent être développés. Et je vois bien dans la préparation du deuxième texte de loi concernant Mayotte debout, où ces éléments seront très importants, où le travail que nous venons à peine d'entamer sur un contrat de développement et de relance pour la Réunion, si nous considérons que ces risques climatiques sont essentiels, les moyens civils, les moyens pour y faire face, au-delà des normes, des changements qui doivent s'opérer dans le domaine de l'habitat, de la construction, ces moyens devront suivre. Sur Starlink, 200 Starlink sur Mayotte. J'ai vu moi-même ces éléments-là. Il est évident que si demain, ou enfin en tout cas dans quelques mois, nous sommes capables de mettre en place la G5, nous sommes capables d'être au rendez-vous, nous serons évidemment amenés à ne plus devoir utiliser ces antennes. Mais elles sont aujourd'hui utilisées, je vous l'avoue humblement. Elles le sont, c'est le cas aussi à La Réunion. J'espère que nos grandes entreprises, et nos propres technologiques, seront capables un jour, et le plus rapidement possible, de faire face aux enjeux que nous avons en termes de communication. Merci. La parole est à Catherine Hervieux pour le groupe écologiste et social. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, la défense de nos territoires hors de l'Hexagone est complexe par leur étendue. Les États-Unis ont réorienté depuis quelques années leur intérêt stratégique au niveau de l'Indo-Pacifique et de la Chine, et de plus en plus impérialiste dans la zone, en particulier en mer de Chine. Les territoires de la zone Indo-Pacifique et notamment la Nouvelle-Calédonie sont des enjeux d'attention en matière de défense, d'influence, de lutte informationnelle et d'emprise économique. En même temps, plusieurs rapports parlementaires démontrent que les forces sont insuffisantes pour assurer la protection de l'ensemble du territoire national outre-mer compris. Je pense par exemple à nos 15 navires de premier rang dont le ministre des Armées a récemment admis qu'ils n'étaient pas suffisants et a rejoint la position que je défends avec le groupe écologiste d'un format à 18. La situation internationale amène à un recentrage des efforts de défense français sur les frontières de l'Union européenne et de fait, il y a le sujet du pivotement de notre modèle d'armée pour faire face à cette nouvelle donne. D'où mes questions. Quelle est votre vision pour la défense du territoire national dans le Pacifique? Quelles coopérations peuvent être développées? Et comment protéger nos concitoyens vivant sur ces territoires susceptibles d'être menacés tout en réconciliant une partie d'entre eux avec la République? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre d'État. Monsieur le Président, Madame la députée, Madame Catherine Hervieux, sur vos trois questions, je l'ai un peu abordé d'une certaine manière. Présence de la Marine nationale, à la fois en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie. Et de ce point de vue-là, la Calédonie doit être un élément important de notre sécurité. Je l'évoquais ce matin devant le groupe de contact. C'est pour moi un objectif important dans la stabilisation du territoire en proie, comme vous le savez, à de fortes turbulences. La coopération, bien évidemment, avec
l'Australie, la Nouvelle-Zélande, mais aussi avec une implication plus importante dans les différents forums du Pacifique où le gouvernement français doit être présent. Peut-être ça peut paraître un peu désuet ou un peu ridicule, non, ce que je ne crois pas, mais nous devons nous exprimer davantage sur les réseaux sociaux, dans la presse. Je viens de publier, c'est fait rarement, une tribune en anglais pour la presse néo-zélandaise et australienne sur la situation dans le Pacifique. Il y a un discours dominant, décolonial d'ailleurs, entre guillemets, qui pousse un peu partout, et nous sommes parfois sur nos défenses. C'est une terre de rugby, c'est toujours important d'être sur nos terres de défense, mais enfin, il faut être à l'offensive. En tout cas, la coopération militaire dans le domaine du renseignement, des échanges avec des grands pays comme la Nouvelle-Zélande et l'Australie sont essentiels. Et enfin, Madame la députée, vous avez raison, l'un des éléments, c'est aussi la stabilisation. Il est évident que la situation en Nouvelle-Calédonie, les émeutes, les violences, les divisions, les doutes sur l'avenir ne jouent pas en notre faveur. Donc, plus vite nous arriverons, et je m'y emploie, à un accord de paix et un redressement économique de ce territoire, notre image aussi sera un atout supplémentaire dans cet espace pacifique. Merci. La parole est à Josie Pouetto pour le groupe Les Démocrates. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre d'État, je vais me permettre, cher Manuel, le groupe des démocrates que je représente souhaite aborder avec vous les enjeux stratégiques qui s'articulent du côté de l'océan Indien, là où s'agitent de nombreuses rivalités qui pourraient même s'accentuer en cas d'aggravation des crises de Taïwan et du Moyen-Orient. Nous voudrions vérifier avec vous quels éléments de réponse française seraient susceptibles d'être apportés dans le cadre de l'actualisation de la revue nationale stratégique. En premier lieu, pour coller à l'actualité, je pense que nous pouvons nous interroger sur la réalité de la densité des relations entretenues par le réseau diplomatique russe dans cette région du monde où se trouvent des intérêts français, avec la présence notamment de notre 101e département, Mayotte, ou encore des îles Éparses, sans oublier les terres australes et antarctiques. Aux Comores, les médias relaient régulièrement le soutien de la Russie, je cite la formule utilisée, au droit des Comores à restaurer leur souveraineté sur Mayotte. Russes et Comoriens ont même engagé des actions de coopération bilatérale dans plusieurs domaines. Les îles Éparses forment aussi un autre sujet de discussion entre la Russie et Madagascar. Pas besoin d'avoir fait de très grandes écoles pour imaginer que l'objectif est de déstabiliser la France dans cette partie de l'océan Indien qui rassemble, au total, plus d'1 million de nos compatriotes dans une zone économique exclusive, une ZEE, de plus de 2 millions de kilomètres carrés. La France siège à la Commission de l'océan Indien, la COI, et à l'Association des États riverains de l'océan Indien, l'IORA, et dispose par ailleurs des forces armées de la zone sud de l'océan Indien, FASO, je ne sais pas trop si on dit IOI. À partir de la Réunion et de Mayotte, nous disposons de nombreux outils de dialogue, de soutien au développement et à l'accompagnement. Reste-t-il aujourd'hui adapté ? Monsieur le ministre, quels sont selon vous les points à améliorer, à faire évoluer dans le but de renforcer la protection de notre ZEE, et avez-vous identifié des leviers qui feraient aujourd'hui défaut à notre pays pour assurer la sécurité et la défense de nos intérêts dans cette partie du monde? Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Madame la députée, chère Josie Pouetto, vous l'avez dit, la CEI anime une coopération diversifiée en faveur du développement durable de l'Indienne-Océanie, gestion intégrer les écosystèmes marins et côtiers, pêche durable, éducation à l'environnement, santé, gouvernance, sécurité maritime, agroécologie, culture, etc. Pour que nous soyons performants sur ces sujets-là, il faut que nous donnions les moyens, bien sûr, à La Réunion, mais surtout à Mayotte, d'être à terme des acteurs importants de la CEI. Je sais que Mayotte aspire à la rejoindre. Des discussions doivent se tenir, mais il faut que Mayotte ait les moyens. Nous pouvons avoir une vision stratégique sur ces sujets-là,
mais si nous ne relevons pas l'économie, l'agriculture ou la pêche de ce territoire, si nous ne sommes pas capables de changer les normes qui aujourd'hui ne permettent pas la coopération nécessaire, par exemple dans l'agriculture, nous n'y arriverons pas. Donc, avant même de parler de questions stratégiques et de défense, au moins sur les problématiques économiques, nous devons être à la hauteur de l'enjeu. Deuxièmement, la prochaine rencontre se tiendra le 24 avril prochain à Madagascar. J'accompagnerai avec d'autres ministres le président de la République. Et puis, enfin, vis-à-vis des Comores, d'autres pourraient mieux parler que moi de ce sujet-là, notamment, pas seulement sur la question migratoire, c'est la question de l'influence, du rôle de la Chine et de la Russie, et aussi de l'Azerbaïdjan à partir de ces territoires contre les intérêts français. Je plaide, pour ma part, pour une action, un discours et une action beaucoup plus déterminée à l'égard de cet État. Vous avez raison non seulement de souligner les influences russes qui existent, chinoises, l'Inde, dans un autre registre évidemment extrêmement présente, notamment à Maurice, mais j'insiste aussi sur d'autres types de menaces, les mouvements dans toute l'Afrique, du golfe de Guinée jusqu'à la Corne de l'Afrique, les risques djihadistes dans l'Afrique de l'Est, les enjeux liés aux hydrocarbures, notamment au Mozambique, mais dans des pays qui restent instables, en tout cas fragiles, nous obligent à renforcer notre présence et notre vision stratégique dans cette partie du monde. Je rappelle que l'océan Indien constitue 30% du trafic mondial de pétrole. Et si la zone n'est plus stable sur le plan de la sécurité, avec les attentats, les blocages du canal de Suez, la piraterie, etc., cela a aussi un impact majeur sur le commerce mondial et donc sur l'industrie de tous. Donc, une vision stratégique à travers ces territoires et les coopérations que vous appelez de vos voeux s'imposent. Merci. La parole est à Estelle Youssoufa pour le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie de m'accueillir exceptionnellement dans votre commission. Monsieur le ministre d'État, dans ses vœux aux armées, le Président de la République a appelé à une révision anticipée de la revue nationale stratégique en mentionnant, je cite, qu'à Mayotte, le voisinage de la Corne de l'Afrique, les risques climatiques, terroristes, migratoires imposent de nouvelles réponses. Il est heureux que s'ouvre enfin la perspective d'inclure notre vision dans notre département, dans la vision de défense de notre pays, puisque vous n'ignorez pas, il n'y a pas une seule mention de Mayotte dans la revue nationale stratégique de 2022, pas une. Non pas que notre géographie ou les risques aient changé à cette date. Nous notons aussi que dans la stratégie Indo-Pacifique, on observe qu'elle s'arrête à la Réunion, comme si Mayotte était effacée de la France dans l'océan Indien et de nos priorités militaires et diplomatiques, alors que notre département est à 500 km seulement des camps de Daesh au Mozambique. Vous avez mentionné la coopération régionale et la commission de l'océan Indien dont Mayotte est exclue. Je dis ici que la participation du président de la République au sommet de Madagascar ne peut se faire sans l'adhésion pleine et entière de Mayotte à cette institution financée par nos impôts. Et la participation du ministre mahorais Thani Mohamed Soilihi au sommet ne saurait servir de cache-sexe pour masquer notre énième humiliation. La France, c'est aussi Mayotte. Mayotte, c'est la France pour la Commission de l'océan Indien comme pour les Jeux de l'océan Indien. Point. Et puisque nous en sommes à sortir de la naïveté, il nous est permis de croire que la lucidité et une posture active de défense vont enfin prévaloir dans la relation entre la France et les Comores, dont Mayotte est l'objet d'un conflit territorial que Paris minimise et observe sans agir vraiment depuis 1976. Les Comores, qui revendiquent notre département depuis leur indépendance, et y mènent une déstabilisation méthodique avec l'envoi de sa population. La migration comorienne massive à Mayotte s'inscrit dans un pari de renversement démographique. Il s'agit de la prise de contrôle d'une partie de notre territoire national en remettant en cause la légitimité même du choix de Mayotte de rester française et de l'État à exercer son autorité.
L'immigration comorienne, mais aussi la coordination avec les migrations africaines vers Mayotte, est un cas d'espèce de ce que l'Union européenne et l'OTAN qualifient de menace hybride par instrumentalisation des flux migratoires avec la déstabilisation totale du territoire. Les Comores ont internationalisé la question de Mayotte en trouvant le soutien diplomatique de la Chine, mais aussi le soutien actif de la Russie, et puis le groupe d'initiative de Bakou qui a organisé en septembre 2024 une conférence de propagande contre Mayotte française. Mais nous observons aussi une montée des fausses informations sur les réseaux sociaux avec un discours anti-français. Je le dis ici, la République des Comores n'est pas un ami, pardonnez-moi, la République des Comores n'est pas un ami de la France, mais un adversaire hostile qui doit être traité comme tel. Azali ne rend pas des services à notre pays, il déstabilise notre territoire national. Alors, monsieur le ministre, avez-vous prévu dans la loi de Mayotte, annoncée pour ce printemps, la construction d'une base militaire navale dans le nord de Mayotte pour protéger notre frontière? Avez-vous prévu la construction du commandement de gendarmerie en Grande Terre? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Le temps de parole est de 2 minutes, mais exceptionnellement, je vous en prie, au regard de votre spécificité, nous avons convenu que... Je vous en remercie. Voilà. Monsieur le ministre d'État, à vous la parole. Nous dialoguons beaucoup avec Madame Youssoufa, et donc, notamment pour la préparation de la loi, comme tous les élus mahorais, il sera étroitement associé. Je partage tout ce qui a été dit dans son propos liminaire. Chido, malheureusement, mais je reprends d'ailleurs une expression qu'elle a souvent utilisée, doit être non pas une chance, on ne peut pas le dire ainsi, mais une opportunité. Non seulement pour reconstruire autrement ce territoire, mais pour prendre conscience de la place que Mayotte doit désormais occuper dans la vision française dans l'océan Indien. Ça, j'en suis intimement convaincu. Et donc, du coup, si nous pensons cela, il faut que Mayotte soit membre de la CEI, que le président de la République, et quel que soit le ministre, porte cette aspiration et cette place, que nous jouions pleinement la chance que nous avons d'avoir ce territoire profondément français, profondément attaché à la France, et que nous appuyons sur cette volonté. 2, du coup, la clarté du discours vis-à-vis des Comores, même si évidemment nous maintenons des liens, tout cela est logique, mais les lignes rouges doivent être clairement signalées par rapport aux agissements de non-reconnaissance de Mayotte comme un territoire français, des problématiques d'immigration, la volonté de déstabilisation dans les discours du président Azali. Donc, c'est le deuxième élément. Et troisièmement, que ce soit sur l'idée de soutien de la base navale afin de garantir la surveillance permanente de l'approche du territoire et assurer le soutien des bâtiments de la Marine nationale, comme sur le commandement de la gendarmerie, oui, ces éléments seront dans la loi. Et j'adore quand Mme Soufa me gratifie d'un grand sourire. Merci pour ces bonnes nouvelles, Monsieur le ministre. La parole est à Édouard Bénard pour le groupe démocrate et républicain. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le ministre d'État. J'interviens au nom du groupe GDR. Donc, comme vous le savez, la moitié des membres sont des députés ultramarins, parmi lesquels la Polynésie française est représentée. À ce sujet, depuis 2018, l'État revendique une mise en œuvre de la stratégie en Indo-Pacifique qui vise à répondre aux préoccupations et aux besoins des territoires ultramarins. Cette approche est répétée à chaque publication des documents d'orientation émanant du ministère des Affaires étrangères et des Armées. Et dans la RNS de 2022, il est clairement indiqué qu'en Indo-Pacifique, la France peut renforcer ses coopérations et consolider les relations de nos départements, régions et collectivités d'outre-mer avec leur environnement immédiat. Le Parlement, à travers ses rapports d'information, insiste régulièrement sur le besoin de faire contribuer ces territoires dans leur domaine de compétences aux priorités de la stratégie Indo-Pacifique de la France. Pourtant, un rapport d'information de l'Assemblée de la Polynésie française de mars 2023 portant sur l'impact des stratégies de la France dans l'espace Indo-Pacifique sur les collectivités françaises du Pacifique est venu souligner que les territoires ultramarins
ne sont même pas consultés dans l'élaboration de cette stratégie. Alors vous nous affirmez aujourd'hui qu'il est nécessaire de mieux intégrer les territoires à leur environnement régional. Compte tenu de ces revendications répétées et des conclusions générales du récent rapport remis en janvier par la délégation Outre-mer portant sur l'avenir institutionnel des Outre-mer, Monsieur le ministre, quel mécanisme institutionnel permettrait de faire participer de manière satisfaisante les collectivités ultramarines des océans Indien et Pacifique à l'élaboration de la stratégie en Indo-Pacifique de la France, qui relève par définition du domaine du régalien? Il en va de même pour la mise en œuvre de cette stratégie vis-à-vis du partage des compétences avec ces collectivités, si ces compétences doivent évoluer à l'avenir. En résumé, Monsieur le ministre, concrètement, quel rôle plein et entier envisagez-vous pour les territoires ultramarins dans la stratégie en Indo-Pacifique de la France? Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député, Monsieur Édouard Bénard, la stratégie Indo-Pacifique, vous l'avez dit, est une initiative géopolitique visant à renforcer la coopération et la stabilité dans la région Indo-Pacifique qui englobe l'océan Indien et le Pacifique et qui est devenu, je ne vous apprends rien, vous êtes des spécialistes de ces sujets, un point majeur des tensions entre les grandes puissances, notamment les États-Unis et la Chine, mais aussi de grandes nations présentes depuis longtemps, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, et puis celles qui émergent, l'Indonésie, les Philippines, etc., avec des ressources économiques, mais également des partenariats en matière de défense, je le soulignais tout à l'heure. Le président de la République, la France, ont voulu une stratégie active dans l'Indo-Pacifique, cherchant à défendre nos intérêts de souveraineté, de promouvoir la stabilité régionale, notamment avec nos territoires ultramarins. Il y a par exemple, j'ai oublié de le signaler, s'il y a un grand pays, c'est bien l'Inde, là aussi des coopérations dans de nombreux domaines. Je vais en citer une des, je ne dévoile aucun secret, l'une des offres pour le nickel en Nouvelle-Calédonie vient d'une grande entreprise indienne. Donc, et il faut que nous l'examinions avec intérêt, parce que précisément, ça doit pouvoir renforcer les liens stratégiques entre ce pays et nous sur une matière première tout à fait essentielle. Enfin, la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie d'ailleurs joue pleinement son rôle, hein, est très active dans les forums. La compétence affaires internationales, politique étrangère, portée à la fois par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et la France, peut s'améliorer. Pour dire autrement les choses et pour être très franc, ça n'est pas qu'un sujet pour les formations ou les élus indépendantistes, pour qui j'ai beaucoup d'estime. J'ai incité le nouveau gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, ou son nouveau président, Alcide Ponga, qui est un non-indépendantiste, même si c'est un gouvernement collégial, à être très actif sur ce sujet-là. Moi-même, j'essaierai dans les mois qui viennent, si Dieu et le Parlement m'en donnent l'occasion et vie, de pouvoir aussi me déplacer sur ces territoires, parce qu'il nous faut de la présence. Il nous faut de la présence, il faut que la France soit présente, aide à la sécurité civile suite aux risques, suite aux catastrophes climatiques, présence militaire, mais aussi diplomatique. Et la France doit utiliser ces coopérations et les compétences qui sont ceux des gouvernements de la Polynésie et de la Nouvelle-Calédonie pour être davantage active dans tous ces secteurs-là et dans les évolutions institutionnelles, quelles qu'elles soient, à venir. Moi, je suis convaincu que la France restera, le lien avec la France, entre la France et la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie est là, et durable, mais c'est avec les élus locaux, avec les gouvernements locaux de Polynésie et de Nouvelle-Calédonie, et de Wallis dans une moindre mesure, que nous pourrons être beaucoup plus actifs et beaucoup performants et crédibles dans ces domaines-là. De ce point de vue-là,
Il est évident que pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, je ne me prononce pas sur la Polynésie, la sortie de ce territoire de la liste des pays ou des territoires à décoloniser sera aussi un argument, mais pour cela, il faut un accord. J'espère que cet accord politique sera possible dans les mois qui viennent. Merci. Mes chers collègues, il nous reste 4 questions individuelles, donc de 1 minute. Donc on va en prendre 2 par 2 et nous allons commencer par Frédéric Boccaletti. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre d'État. Les conflits actuels ont transformé les espaces maritimes en véritable prolongement des combats terrestres. Quels retours d'expérience ont alimenté l'actualisation de la revue nationale stratégique concernant la complémentarité de nos forces maritimes, terrestres et aériennes? La revue de 2022 mentionne l'Arctique seulement 3 fois, malgré son importance stratégique croissante, notamment avec l'émergence de nouvelles routes maritimes. Quelles mesures ont été prévues pour intégrer ces enjeux dans la révision de la RNS? Enfin, la sécurisation des voies maritimes est un enjeu crucial. Les tensions s'intensifient dans des zones stratégiques comme le détroit de Malacca ou la mer de Chine méridionale. Comment cette prochaine RNS prévoit-elle de protéger l'autonomie stratégique de notre pays et nos chaînes d'approvisionnement par une présence maritime accrue sur l'ensemble du globe, notamment face aux nouvelles menaces militaires, hybrides ou climatiques? Je vous remercie. La parole est à Christophe Bex. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, la revue nationale stratégique fixe ses objectifs, celui de faire de la France une puissance d'équilibre en Indo-Pacifique, en développant justement des partenariats avec des acteurs clés comme l'Inde, l'Australie et le Japon, et en renforçant ses capacités d'anticipation et d'influence stratégique. Cependant, cette ambition soulève une contradiction. Comment la France peut-elle réellement incarner une puissance d'équilibre alors que certains de ses alliés historiques, comme ceux de l'Alliance AUKUS, affichent une posture résolument tournée vers la confrontation avec la Chine? On se souvient notamment de la crise des sous-marins australiens, où la France a été évincée sans ménagement, et plus récemment des pressions exercées par Trump sur les Européens. Dans ce contexte, la France a-t-elle encore les moyens d'une diplomatie autonome et crédible dans la région, ou risque-t-elle d'être entraînée, malgré elle, dans une logique d'affrontement qui n'est pas nécessairement la sienne? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à vous. Bon, il y a dans ces 2 questions, il y a beaucoup de questions. Je veux rappeler que les forces armées outre-mer sont des unités militaires interarmées, repositionnées, principalement à dominante maritime, réparties en 5 forces armées régionales, chacune responsable d'une vaste zone géographique, dénommée zone de responsabilité permanente. Et ces forces, évidemment, elles sont présentes, même si on peut toujours considérer qu'il faut plus de moyens. Elles jouent un rôle crucial dans la protection et la défense de nos territoires, notamment dans des régions stratégiques, nous l'avons dit, comme le Pacifique Sud et l'océan Indien. Les forces de souveraineté comptent environ 7100 hommes et femmes, complétés par des forces occasionnelles ou d'appoint venues de l'Hexagone en mission courte durée. Elles sont articulées en plusieurs commandements supérieurs, couvrant des territoires tels que les Antilles, la Guyane, la Polynésie française, la Réunion ou la Nouvelle-Calédonie. Elles sont donc essentielles pour assurer la souveraineté française et protéger des intérêts nationaux dans des zones éloignées, tout en participant à des actions de coopération avec les États et les organisations voisines sur toute une série de missions que je ne détaille pas. De ce point de vue-là, c'était rappelé par le Président, la LPM consacre 13 milliards, hors spatial, c'est un élément important évidemment, par exemple en Guyane, 13 milliards pour les Outre-mer. Donc, on ne peut pas considérer donc c'est négligeable et que ces Outre-mer seraient oubliés, notamment dans la LPM, même si leur place doivent être renforcées dans les réflexions sur la RNS. Et donc le prolongement dans la RNS sur terre, air, maritime, nous prolongeons ces discussions avec le ministère des Armées. Croyez-moi, Sébastien Lecornu a été très actif, très réactif aux propositions que nous avons pu faire dernièrement sur la Calédonie, la Nouvelle-Calédonie ou sur
ou sur le territoire de Mayotte. Sur les choix stratégiques ou nos alliances, bon, je reprendrai les propos du président de la République. Dans l'Indo-Pacifique, précisément, nous voulons jouer pleinement notre rôle de puissance d'équilibre. Et nous verrons dans quelles conditions. Je ne veux pas anticiper ce qui peut se passer, notamment le passage à l'acte des discours des dirigeants chinois pour ce qui concerne Taïwan. Hein. Mais en tout état de cause, aujourd'hui, nous devons pleinement jouer notre rôle de puissance d'équilibre, préserver la France, évidemment, des affrontements potentiels. Mais je vais vous prendre une anecdote plus personnelle. J'ai signé, moi, les accords concernant les sous-marins, première phase, en 2015 ou en 2016. Revenant d'un déplacement en Nouvelle-Calédonie et passant par la Nouvelle-Zélande, j'ai été appelé par le chef de l'État de l'époque, François Hollande, pour me rendre à Canberra et signer cet accord. Et avec le Premier ministre australien de l'époque, je lui avais demandé, après avoir signé l'accord, parce que je voulais être prudent, pourquoi il avait besoin de ces sous-marins. Il m'avait apporté une réponse très très claire. Il m'avait dit, mais dans l'histoire, il n'y a pas d'exemple qu'une puissance économique et démographique et militaire n'ait pas une volonté d'expansion. Alors je lui laisse ses propos, mais je comprenais que le monde était en train de changer, en tout cas dans ce Pacifique, et que pour l'Australie, on bute à des influences. Hein. Il suffit de lire la presse, la littérature, de regarder les séries australiennes pour se rendre compte de ce qu'est la menace chinoise. On ressemble à notre littérature pendant la guerre froide concernant les espions russes. Hein. Chacun c'est James Bond. Nous, les ennemis étaient russes, eux, ils sont chinois. Je caricature un peu, mais et donc à un moment où, par exemple, l'Australie est préoccupée par les événements du monde, participe des réflexions actuelles sur les conséquences à terme des discours et des actes du nouveau président, du président américain, ce lien avec l'Australie, avec les pays de cette zone me paraissent importants, dans un cadre qui est celui de la puissance d'équilibre, dans ce Pacifique où nous avons notre propre place, et ça me semble être intéressant. Et évidemment, derrière cela, il y a toute notre industrie de l'armement qui doit pouvoir se déployer malgré les avatars que nous avons pu connaître et auxquels vous faisiez allusion. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Florence Goulet. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre d'État. La revue nationale stratégique de 2022 est très orientée vers l'Europe et l'OTAN. Elle ne traite pas de l'outre-mer en tant que tel. Il fait globalement peu allusion et même singulièrement peu ambitieux sur nos intérêts et notre rôle dans des zones géographiques pourtant menacées par la Chine et peut-être demain par les États-Unis. Pourtant, l'émergence de l'Indo-Pacifique comme centre de gravité des relations internationales confère aux outre-mer français une nouvelle valeur géostratégique. 93% de notre zone économique exclusive s'y trouve au sein de 8 territoires, soit plus de 1,5 million d'habitants. C'est pourquoi, Monsieur le Premier ministre, je vous demande si l'actualisation de la RNS va être l'occasion de mieux prendre en compte la dimension indo-pacifique de la France et lui donner les moyens, et quels moyens, notamment maritimes, pour défendre une politique de troisième voie qu'elle revendique dans la zone. Je vous remercie. Merci. La parole est à Thibault Monnier. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre d'État. L'affirmation de certaines puissances constitue une menace pour certains de nos territoires ultramarins. Les fonds marins, les câbles sous-marins qui les traversent, les ressources halieutiques et même les territoires en eux-mêmes sont convoités. Monsieur Valls, vos propos récents comme ministre d'État en Nouvelle-Calédonie sur l'émancipation d'un peuple premier ont surpris quand on sait le sang versé par nos gendarmes et le choix de ce territoire à rester français après 3 référendums. Vous n'ignorez pas l'importance stratégique de ce territoire dans l'Indo-Pacifique qu'il constitue pour notre industrie de défense et pour la France. Aussi, pouvez-vous clarifier votre position sur la présence française dans ces territoires et nous indiquer comment la revue nationale stratégique doit en tenir compte? Je vous remercie. Monsieur le ministre d'État, la parole est à vous. J'ai oublié de dire d'ailleurs que
Le maritime, c'était M. Bocaletti, je crois, qui faisait allusion, est une priorité, j'arrive, identifiée dans la LPM, dont votre président était d'ailleurs rapporteur. Je veux dire, il y a évidemment la revue stratégique, mais il y a la LPM, il y a les réflexions du Parlement et notamment de l'Assemblée. Et donc, je suis de ce point de vue-là conforté ou rassuré, en tout cas dans mes fonctions de ministre des Outre-mer, et sur la priorité de ces derniers dans les réflexions dans les réflexions à venir et sur la place que les Outre-mer doivent occuper. Je ne reviens pas sur ce qui a été dit sur l'Indo-Pacifique. Il est assez logique qu'aujourd'hui, il y ait une concentration sur ce qui se passe en Europe, et notamment dans la relation avec l'Alliance Atlantique. Mais le monde va tellement vite, les bouleversements sont si évidents, et l'Indo-Pacifique, le monde de demain, sur le plan économique et stratégique, que je ne crois pas un seul instant que ce sujet-là soit oublié. Et les relations que nous entretenons, je parlais de l'Australie, mais évidemment avec l'Inde, il y a encore eu un voyage d'État il n'y a pas si longtemps du Premier ministre Modi, ou avec l'Indonésie, montrent que la France a sa place, entend jouer son rôle, et encore une fois, de puissance d'équilibre. Sur la Nouvelle-Calédonie, il ne faut pas se tromper de débat. Enfin, y a un peuple premier. Enfin, il y a un peuple autochtone, en tout cas, qui est là-bas depuis 3000 ans. C'est d'ailleurs c'est le même peuple avec des différences ou des nuances, mais qui peuple tout le Pacifique. Hein. C'est des migrations qui datent de 3000 ans, passant notamment par la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et c'est une donnée anthropologique, enfin historique. Il n'y a pas de débat. Il y a un peuple premier, il y a un peuple autochtone. Mais relisez les accords de Nouméa, c'est sans doute son préambule, l'un des plus beaux textes qui existent. Et notamment 10 ans après les accords de Matignon et 9 ans après la mort de Jean-Marie Djibaou, l'idée qu'il y a un peuple premier, qui a évidemment les ombres et les lumières de la colonisation, mais qui a aussi ceux et celles qui sont arrivés depuis 1853, qui sont pour une partie victimes de l'histoire. Je pense aux Bagnards et aux descendants de Bagnards. Et donc il y a là la capacité de faire des citoyens de la Nouvelle-Calédonie et de faire un peuple calédonien. Et ça, c'est la force des accords de Nouméa. C'est une base dont il ne faut pas sortir si on veut retrouver la paix, éviter que le sang ne coule de nouveau, et bâtir un avenir commun, un chemin commun. Donc le débat sur ces éléments-là, à mon avis, il n'est pas absurde, mais enfin, il est clair de mon point de vue. Et c'est ça la force de la Nouvelle-Calédonie. Quant au lien avec la France, il est là. C'est-à-dire, moi, je suis allé en Nouvelle-Calédonie pour affirmer 3 principes. La protection que nous devons à tous les néo-calédoniens, 20 escadrons de gendarmerie, la police, des unités d'élite, GIGN et RAID, une action très déterminée de la justice pour aller jusqu'au bout vis-à-vis de ceux qui ont commis les destructions, les responsables de ce qui s'est passé en mai et en juin, bon, les responsables directs, et ce devoir de protection extérieure et intérieure, il est là pour longtemps, pour dire que nous soutenons l'économie, plus de 2 milliards de dégâts et de destruction, des centaines de millions que la France injecte depuis longtemps et encore davantage depuis presque un an. Donc c'est ça la manifestation de la présence de la France, un engagement qui m'est très personnel parce que ça avait déjà été le cas en 2015-2016 sur la question du nickel. Et c'est un élément stratégique. S'il y a un élément stratégique qui doit créer les conditions du lien entre la France et la Nouvelle-Calédonie, c'est bien le nickel. La condition de réussir est d'avoir une nouvelle stratégie dans ce domaine. Donc la France est présente. Et enfin,
quelles que soient les évolutions statutaires sur les grandes compétences régaliennes actuelles, hein, que sont la sécurité, la défense, la justice et la monnaie, je ne vois pas d'évolution particulière. Sinon, un partage parfois de responsabilités. Donc, je n'ai pas besoin de clarifier le lien entre la France et la Calédonie pour ce qui me concerne. C'est clair. Après, moi, je veux éviter la guerre civile. Parce que s'il y a la guerre civile, nous perdons la Calédonie. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, est-ce que nous serons capables, face au monde, d'expliquer que c'est par les gendarmes, voire par les militaires, par nos armées, pardon, les gendarmes sont des militaires, ou par la police, seront capables de maintenir l'ordre? Non. Donc, maintenir l'ordre, c'est évidemment les forces de sécurité intérieure et extérieure, c'est le redressement de l'économie, mais c'est aussi un accord politique sur un territoire où on voit bien qu'il faut faire vivre des logiques différentes, l'aspiration à la décolonisation, nous devons aller jusqu'au bout, à l'émancipation du peuple kanak. C'est le seul territoire qui est aujourd'hui encore en voie de décolonisation. C'est ainsi, c'est une réalité, c'est une insulte pour personne. Et faire vivre ensemble ceux, notamment, qui aspirent, et qui l'ont dit par 3 référendums, par 3 fois, et qui aspirent à ce que la Nouvelle-Calédonie reste française. Donc c'est cette logique-là. Et si nous réussissons cela, c'est la mission que m'a confiée le Premier ministre. On franchit déjà 2 étapes de dialogue. Maintenant, il faut rentrer dans la phase de négociation et je m'y rends a priori de nouveau dans quelques jours, à la fin du mois. À ce moment-là, ça sera aussi un élément important pour garantir notre présence, mais sur des bases politiques, institutionnelles et j'oserais dire morales, qui seront à la hauteur de ce qu'est la France et de son histoire. Donc je vous rassure. Merci, Monsieur le Ministre. Nous avons une dernière question qui vient de s'ajouter. Donc, Josie Pouetto. Oui, merci. C'est grâce à ces territoires ultramarins, la France possède la 2e plus grande ZEE au monde, lui offrant un accès privilégié à de vastes espaces maritimes. La revue nationale stratégique mentionne les enjeux sécuritaires liés à ces territoires, mais elle pourrait aller plus loin en intégrant davantage leur potentiel économique et stratégique. La France semble sous-exploiter les opportunités offertes par sa ZEE, contrairement à des pays comme la Chine ou les États-Unis. Notre pays adopte une approche fondée sur l'économie bleue qui regroupe l'ensemble des activités maritimes, conciliant développement économique et préservation des écosystèmes marins. Où en est la France sur le développement de l'économie bleue et comment pourrait-on au mieux intégrer cet enjeu dans la revue nationale stratégique? Merci. On l'avait préparé, les 4, voilà, je le dis, c'est une contribution communale. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre d'État, la parole est à vous. J'ai 2 heures pour répondre. Donc, non, c'est un élément évidemment tout à fait fondamental, puisque la ZEE, c'est ce potentiel économique et stratégique que vous venez de rappeler. Et nous devons être capables de doter ces territoires pour leur permettre de rayonner par eux-mêmes de tous les atouts d'une économie bleue ou d'une économie verte, peu importe les mots. C'est autour de cela que ces territoires vont se développer. Est-ce qu'ils vont bien, ces territoires, Madame la députée? Non. Est-ce que le lien avec la France s'est détérioré ces dernières années? Oui. Pourquoi? Les raisons sont multiples. C'est dû aussi beaucoup aux évolutions du monde. Et puis, il y a des forces politiques et des puissances étrangères qui veulent que nous quittions ces espaces, pour ce que nous représentons, nous, comme pays. Mais pour garder ces territoires, ce lien avec la France, nous l'évoquions tout à l'heure avec monsieur le député sur la Nouvelle-Calédonie, il faut que ces territoires soient capables de se développer dans tous les domaines. C'est pour ça que, et sans aucun esprit de provocation, j'évoquais la question des hydrocarbures en Guyane. Parce que si on ne laisse pas cette exploitation, s'il y a du pétrole bien évidemment, les élus, les populations sont en droit de nous dire mais la France ne veut pas que nous développions, alors qu'à côté, au Suriname, Total va investir 10 milliards de dollars pour l'exploitation pétrolière. Bon, donc, il faut faire très attention, on est dans un moment de fragilité. C'est pour ça que le chef du gouvernement a voulu que les Outre-mer soient de nouveau
ou soit enfin une grande priorité. Mais il est évident qu'en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie, à La Réunion, à Mayotte, l'économie bleue est un élément important, avec l'équilibre nécessaire, en faisant très attention notamment à la question de l'exploitation des océans, c'est un sujet sensible dans le Pacifique, mais que nous utilisions tous les atouts qu'apportent ces territoires pour leur développement, pour sortir, parfois, pas tous, mais d'une économie de comptoir, de niveau de pauvreté qui reste alarmant, et des territoires qui sont étroits, et donc qui doivent pouvoir se déployer dans l'espace régional. Et là, vous avez donné un certain nombre d'éléments qui me paraissent intéressants. Donc ça doit rester pour nous, et je le répète en concluant, une grande priorité. Merci, Monsieur le ministre d'État, pour toutes ces réponses, ces réflexions, ces échanges qui vont nourrir Merci à vous. Très certainement nos réflexions autour de la revue nationale stratégique. Nous allons rendre nos travaux d'ici quelques semaines. Donc merci vraiment pour votre intervention et pour vos questions, mes chers collègues. Je compte sur vous.